Bienvenue sur Savoir en éveil, le podcast qui explore les multiples facettes de l'éducation sous la houlette de votre serviteur, Maître Guillaume. Rejoignez-nous pour des discussions enrichissantes, des conseils éducatifs précieux et des réflexions inspirantes sur l'art d'enseigner et d'élever. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6e épisode du podcast Savoir en éveil. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler des devoirs à la maison, donnés par le maître ou la maîtresse. On ne va pas s'occuper de la question de la maternelle ni de la question du collège et du lycée, parce qu'en maternelle, de toute façon, l'enjeu, c'est ce qu'il se passe en classe. Il n'y a pas de devoirs en maternelle, et c'est normal. Et au collège-lycée, c'est facile. Les devoirs, il y a des devoirs écrits, il y a de la mémorisation, il y a des exposés à rendre, plein de dossiers. Donc là, il n'y a pas de débat. Le débat se porte vraiment à l'école élémentaire. Faut-il donner des devoirs aux élèves? Faut-il les laisser tranquilles à la maison? Est-ce que les parents doivent suivre les enfants quand ils font les devoirs? Est-ce que c'est quelque chose qui est inutile? Est-ce que c'est quelque chose qui est utile? On va en parler. Mais avant tout, la position que je vous donne n'est pas la position de beaucoup de collègues. Moi, j'ai une position, vous allez vite le voir, je suis plutôt pour les devoirs à la maison. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y en a d'autres qui sont contre, qui ont de très bons arguments aussi. À chacun de se faire sa propre opinion. Ce sont vos enfants, c'est à vous de décider si oui ou non ils auront des devoirs à la maison. Mais dans tous les cas, l'éducation nationale a une position officielle et on va voir de quoi il s'agit. Donc dans la rubrique numéro 1, on va voir la position de l'éducation nationale et on va essayer de voir pourquoi c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Et la rubrique numéro 2, qui sera une rubrique que j'ai intitulée « Que faire si je veux faire travailler mon enfant à la maison ?» On va commencer directement. Rubrique numéro 1, l'éducation nationale et les devoirs. Alors, comme je vous l'ai dit en intro, maternelle, pas de devoirs. Collège, lycée, il y a des devoirs écrits, il y a des leçons à apprendre, des poésies à réciter encore un peu. Voilà, on va donc parler immédiatement de l'élémentaire. Et la position de l'éducation nationale, c'est que les devoirs sont autorisés, mais pas tous les types de devoirs. Les seuls devoirs qui sont autorisés, ce sont l'apprentissage de leçons, l'apprentissage des poésies et de la relecture de leçons. Du travail oral. Aucun travail écrit n'est autorisé par l'éducation nationale. Un enseignant qui donne des devoirs écrits ne respecte pas les règles édictées par l'éducation nationale, tout simplement. Alors, vous allez certainement penser qu'il y a beaucoup d'enseignants qui ne respectent pas les règles de l'éducation nationale. Et sur ce sujet particulièrement, c'est vrai. Beaucoup d'enseignants donnent des devoirs écrits. On va voir après si c'est une bonne ou une mauvaise raison, pour une bonne ou une mauvaise raison. Mais avant de critiquer, on va quand même essayer de comprendre pourquoi l'éducation nationale tient cette position. Alors, l'éducation nationale interdit les devoirs écrits. J'ai pas trouvé de justification précise. Après, peut-être que je n'ai pas suffisamment cherché ou que je n'ai pas cherché au bon endroit, c'est possible. Mais en discutant avec des collègues qui sont contre totalement les devoirs à la maison, il y a plusieurs points qui ressortent. Le premier point, c'est la fatigue des enfants. Pas de devoirs à la maison à l'écrit parce que les enfants ont déjà beaucoup travaillé à l'école. Que la maison s'est fait pour se reposer, pour s'aérer l'esprit, pour aller jouer avec ses copains, et que ça ne sert à rien de les épuiser pour répéter des additions, des soustractions, retrouver le verbe dans une phrase, identifier un groupe nominal sujet, toutes les activités qu'ils font en classe. Pour certains, ça ne sert à rien, ça fatigue les enfants, ça fait qu'ils arrivent crevés à l'école le lendemain matin. Alors, si vous avez déjà écouté mon podcast, vous savez que c'est plutôt les écrans et le sommeil, la mauvaise qualité du sommeil qui fatigue les enfants. Mais tout le monde n'a pas eu la chance de découvrir Savoir en éveil, donc on ne peut pas les blâmer pour ça. Ensuite, la deuxième justification, c'est les parents qui ne suivent pas les enfants. Ça ne sert à rien de donner des devoirs à des enfants si les parents ne sont pas derrière eux pour contrôler ce qu'ils font, pour les aider. Et moi, c'est là où je commence à être vraiment en désaccord avec cette position. Je m'explique.
En fait, moi, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que justement, il y a deux types de parents, peut-être trois. La première catégorie de parents, c'est les parents qui sont derrière leurs enfants. Ils s'assurent de ce qu'ils font à l'école, ils travaillent avec eux le soir, et pour eux, donner des devoirs, c'est totalement justifié. Ça, il y a très peu de débats, mais on pourra quand même y revenir après si on a le temps. Deuxième catégorie de parents, c'est les parents qui ne peuvent pas aider leurs enfants. Ça, pas de souci. Ils font ce qu'ils peuvent. De temps en temps, ils arrivent à faire travailler leurs enfants. À d'autres moments, ils n'y arrivent pas. Mais toujours est-il qu'ils ne peuvent pas tout le temps les aider. Je ne vois pas trop en quoi ça devrait empêcher à des enfants de travailler le soir, mais ils ne pourraient pas travailler aussi bien que si leurs parents étaient là. Et ça, j'entends totalement. Troisième catégorie, c'est les parents qui s'en fichent. Il y a des parents qui ne sont pas très intéressés par ce que font leurs enfants à l'école, pour diverses raisons. Parce que culturellement, ils sont assez éloignés de l'école. Soit eux-mêmes, quand ils étaient enfants, la scolarité était quelque chose de difficile. Soit ils viennent de pays dans lesquels ils n'ont pas eu accès à l'école, donc ils ne comprennent pas l'intérêt. Ou en tout cas, ils ne comprennent pas tous les enjeux liés à l'école. Ils se disent déjà que les enfants vont à l'école, donc c'est très bien. Il n'y a pas besoin de faire plus. Et moi, je ne vois toujours pas pourquoi il ne faut pas donner des devoirs aux enfants. C'est pas parce qu'il y a des parents en fait qui n'aident pas leurs enfants à la maison que l'on doit empêcher ceux qui sont motivés d'aider leurs enfants. Et on nous dit, moi j'ai eu cette discussion avec plusieurs élèves, avec plusieurs enseignants, plusieurs collègues, pardon, on nous dit que donner des devoirs écrits à la maison, ça creuse les inégalités. Et je trouve que cet argument ne fonctionne absolument pas. On va prendre, allez, trois familles différentes. Une famille bourgeoise. Dans cette famille bourgeoise, on est tous d'accord pour dire que, grosso modo, quand le petit Billy va rentrer à la maison, bon, déjà il s'appellera pas Billy, mais c'est pas grave, quand il rentrera à la maison, plutôt sa mère, peut-être son père, ou peut-être une étudiante, une babysitter, voilà, va lui faire ses devoirs. Va dire, ben, sors-moi ton cahier de texte, qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? Déjà, l'enfant va dialoguer avec l'adulte par rapport à ce qui s'est passé à l'école. Donc il va faire de la métacognition, c'est-à-dire qu'il va essayer de réfléchir sur ce qu'il a appris pour pouvoir le retransmettre à ses parents ou à l'adulte en question. Et ensuite, il va faire ses devoirs. Deuxième famille, là, les parents en ont rien à faire, mais Billy est intelligent. Donc Billy va quand même faire ses devoirs, il a compris, il va continuer à s'entraîner. Personne ne va le pousser à la maison, mais son maître ou sa maîtresse lui a donné de quoi travailler. Et ça, comme on l'a vu plusieurs fois depuis le début de ce podcast, la répétition, en fait, ça crée des circuits neuronaux beaucoup plus forts dans le cerveau et ça va automatiser ce que l'on a appris. Donc si Billy s'entraîne un peu tous les soirs à faire ses divisions, au bout d'un moment, ça va être tellement facile qu'il va avoir l'impression que c'est automatique. Et ça, c'est un des grands avantages des devoirs à la maison. Donc, lui, ses parents ne s'occupent pas de lui, il s'en fiche, mais comme lui est motivé, comme le petit Billy est motivé, il va pouvoir progresser, il va pouvoir renforcer ses connaissances. Troisième famille, là, c'est pas que les parents n'en ont rien à faire, mais c'est qu'ils ne parlent pas la langue, qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe à l'école parce qu'ils n'y sont pas allés, et ça existe encore. Moi, je suis enseignant en REP+, et j'ai beaucoup de primo-arrivants dont les parents viennent de zones du monde très rurales, où ils ont juste appris à lire, à écrire et à compter, et c'est déjà énorme. Mais ils n'ont pas eu connaissance d'un système éducatif aussi complexe et aussi performant que l'éducation nationale, même s'il y a des critiques à faire sur l'éducation nationale, c'est pas la question. Donc eux, ils veulent tout mettre en place pour leur enfant. Ils veulent tout mettre en place pour leur enfant.
et ils ne savent pas où chercher, ils ne savent pas que donner à leur enfant. Bien sûr, ils n'ont pas écouté ce podcast qui leur donne des clés incroyables pour aider leurs enfants. Mais moi, il y a quelque chose que je trouve dramatique là-dedans, c'est que pour des familles qui sont motivées, mais qui n'ont pas les connaissances nécessaires pour aider leurs enfants, l'État les empêche factuellement de progresser. L'État empêche certains parents d'avoir accès à la même aide que des enfants de bourgeois, par exemple. Parce que là où les parents éduqués dans le système scolaire français sont capables d'aller chercher les informations, d'aller chercher les exercices, de voir où en est son enfant, de prendre son cahier de leçons, d'aller chercher les exercices correspondants sur Internet, parce que la maîtresse ne donne rien, eh bien, un enfant dont les parents ne parlent pas la langue, mais pour lui, ça va être extrêmement compliqué. Et quand on me dit qu'il y a une rupture d'égalité parce qu'il y a certains parents qui aident leurs enfants et d'autres qui n'aident pas leurs enfants, mais moi je réponds le contraire en fait. C'est non. Justement parce qu'il y a déjà des parents qui suivent leurs enfants et qu'il y a des parents qui ne suivent pas leurs enfants pour peu importe la raison, peu importe, on s'en fiche, eh bien c'est à ce moment-là que les devoirs sont le plus importants. Pour essayer justement de combler cette inégalité de fait, de nature j'allais dire, mais cette égalité de fait entre des parents qui ont été scolarisés au sein de l'éducation nationale française, qui ont envie d'aider leurs enfants et qui ont envie de les faire progresser, et des parents qui n'ont pas été scolarisés en France, qui ne maîtrisent pas la langue, et qui veulent quand même que leurs enfants progressent. Donc rien que pour ça, moi je ne comprends pas pourquoi les devoirs sont interdits à l'école élémentaire, donc du CP au CM2. Et en plus, même si... Alors là, c'est peut-être l'argument un peu réac, mais je l'assume totalement. Même si il y avait une inégalité constatée, même si ce que je venais de dire était faux, c'est-à-dire que les enfants de parents... Alors, les parents qui ne parlent pas la langue, on appelle ça des parents allophones. Me demandez pas l'étymologie, mais je suis sûr qu'elle est intéressante. Même si il y avait une inégalité qui était constatée à cause des devoirs donnés à la maison, eh bien là je trouve que c'est quand même un argument assez tendancieux, parce que ça veut dire qu'il vaut mieux moins entraîner ceux dont les parents se rendent disponibles à la maison, plutôt que de forcer les parents qui ne sont pas disponibles à se rendre disponibles. Moi je ne comprends pas comment on peut dire non, vous n'allez pas donner de devoirs à machin et à machine parce que dans la famille de machine, les devoirs ne sont pas faits, alors que dans la famille de machin, les devoirs sont faits. Donc, ils progressent, donc il y a une inégalité. Là, l'inégalité, elle se nivelle par le bas. On va essayer de faire moins travailler ceux qui sont accompagnés à la maison pour pas qu'il y ait trop d'inégalités avec ceux qui n'ont personne à la maison pour les aider. Et moi, ça, je trouve que c'est incompréhensible et que c'est injustifiable. L'État devrait, l'éducation nationale devrait mettre en place plus de ressources, parce qu'il y a plein de choses qui existent déjà pour aider les enfants qui n'ont pas de parents qui les accompagnent à la maison, mais l'État devrait renforcer ce dispositif. Dire il y a des devoirs, il faut qu'ils soient faits. C'est tout. Et par contre, pour tempérer un peu, les devoirs donnés à la maison, c'est souvent des révisions. Il n'y a aucune nouvelle notion qui est découverte à la maison. Et avant de passer à la rubrique numéro 2, je tiens à préciser quelque chose. Le travail à la maison, par contre, s'il est écrit, devrait être facultatif. C'est-à-dire que ceux qui font leur travail, ben, tant mieux pour eux. Ceux qui ne le font pas, mais tant pis pour eux. Et l'enseignant ne peut pas dire ça, ils l'ont vu à la maison, donc on avance. Le rôle de l'enseignant, c'est quand même d'enseigner en classe, de travailler avec les élèves, et les devoirs à la maison sont juste de la répétition, de l'ancrage de l'apprentissage, en plus de l'ancrage qui est déjà fait à l'école. Mais moi je pense qu'il faut en fait une responsabilisation des parents. La logique qui dit
que parce qu'il y a des élèves qui ne travaillent pas à la maison, il ne faut pas donner de devoirs. En fait, non, il y a une énorme incohérence avec ça. C'est pas parce qu'il y en a qui ne font rien, il y en a qui ne sont pas aidés à la maison qu'il faut sanctionner tous les élèves de France du coup. Là, c'est une loi, enfin je sais plus si c'est une loi ou un décret, peu importe, mais c'est une règle qui s'impose dans toutes les écoles de France. Ça, il n'y a aucune justification. En tout cas, pas celle de l'inégalité que cela cause. Si ça cause une inégalité, l'État, encore une fois, doit essayer de rehausser le niveau des plus faibles, des moins forts. Ceci étant dit, on va pouvoir passer à la rubrique numéro 2. Rubrique numéro 2, que faire à la maison ? Là-dessus, plusieurs choses à dire. On va d'abord parler de la durée du temps de travail. Cette durée, elle va de 15 minutes grand maximum, grand maximum au CP, jusqu'à 20 minutes maximum au CM1, CM2. 20-25 minutes maximum. Malgré tout, les enfants sortent de 5 heures d'apprentissage avec des enchaînements, des alternances de matières qu'aujourd'hui ni vous ni personne ne pourrait supporter. C'est-à-dire qu'ils passent de 20 minutes de géométrie à 5 minutes de dictée, puis 15 minutes de copie, puis 20 minutes de grammaire, une petite récré, et on continue l'après-midi avec des alternances comme ça. Donc de 15 minutes maximum au CP jusqu'à 20 minutes maximum, 20-25 minutes au CM1, CM2. Alors en CP et en CE1, si la maîtresse ne vous donne pas de devoirs, 3 activités. La première, c'est la phonologie. Vos enfants en CP apprennent les sons simples et les sons composés et les lettres qui y correspondent, ou les couples de lettres qui y correspondent. C'est ce qu'on appelle en termes un peu plus techniques les graphèmes pour les lettres et les phonèmes pour les sons. Donc, à la maison, n'hésitez pas à leur faire lire tous les phonèmes qu'ils connaissent, pas ceux qu'ils n'ont pas encore appris, mais vous regardez leur cahier de lecture, vous regardez leur cahier de sons, et vous rabâchez avec eux. Ils lisent, et ça va leur faire énormément de bien. Donc, de la lecture. S'ils commencent à lire des mots, vous les relisez avec eux, vous leur faites relire, vous travaillez. Ça peut être juste 5 minutes, mais ils s'entraînent, ils viennent vous lire, ils se réentraînent, ils viennent vous lire. Ça, c'est la première activité. Ensuite, deuxième activité, la copie. Ils s'entraînent à tracer les lettres des sons qu'ils viennent d'apprendre. Alors ça, en plus, c'est le travail que je suis en train de faire sur mon mémoire, en parallèle des cours que je donne au sein de l'éducation nationale, en parallèle de mes classes. C'est-à-dire que si j'apprends la leçon A, apprendre à tracer la lettre A en même temps va m'aider à automatiser la mémorisation, va m'aider à ancrer beaucoup plus rapidement le son que cette lettre produit et la forme qu'elle a. Donc je vais pouvoir la lire plus rapidement, l'écrire plus rapidement et la vocaliser plus rapidement quand je la verrai écrite. Donc deuxième activité, on copie les sons que l'on vient de travailler. Et ça, pareil, ça peut durer juste 5 minutes, sachant que ça a été fait déjà en partie à l'école. Et troisième, la numération. Alors la numération, ça peut être reprendre les activités qui ont été faites en classe. Si ça a été difficile, les retravailler avec votre enfant. Si il est déjà à l'aise, si votre enfant est déjà à l'aise, n'hésitez pas à faire des jeux de loi ou des jeux de la marchande comme en maternelle, mais de manière un peu plus complexe. Travaillez les collections de nombres, travaillez les additions simples en vous aidant des doigts ou si vous avez du matériel pédagogique à la maison, en vous aidant de ça. Mais pareil, juste 5 minutes. Ça, c'est les activités que je vous conseille de faire. Si vous préférez, vous pouvez faire un jour, ça va être la copie, le lendemain, ça va être la lecture, le surlendemain, ça va être la numération, et on continue comme ça. Le week-end, moi, je préconise un jour, alors le samedi ou le dimanche, comme vous le voulez, à votre convenance, où votre enfant ne travaille pas. Si par exemple il travaille le samedi, il travaille un quart d'heure, pas plus,
Et le dimanche, par contre, il déconnecte vraiment, c'est repos. C'est comme vous, à moins que vous n'arriviez pas à vous déconnecter de votre travail, le samedi et le dimanche, ou au moins le dimanche, vous ne faites rien. Et c'est normal, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas être H24 au travail. Le cerveau a besoin de se reposer, a besoin de s'aérer pour être performant. Et pour votre enfant, c'est pareil. Pour les enfants, c'est pareil. Donc ça, c'est pour le CP et pour le CE1. CE2, on continue la lecture. Alors, je ne vous ai pas dit, mais en CP et en CE1, on peut commencer certaines dictées, de mots très simples ou de sons simples. En CE2, on continue la lecture. On fait des dictées de mots ou des dictées de phrases de plus en plus complexes. On peut s'aider de ce qui est fait à l'école et les recommencer, les retravailler. Par exemple, si en septembre, il y a une dictée qui a été ratée, on la retravaille à la maison. Et fin octobre, bam, on lui dit, ben là, il va falloir que je vais te refaire faire cette dictée, tu peux la réviser un peu. Et en fait, on va réactiver tout ce qui a été fait depuis le début de l'année. Mais vous pouvez, à 4 semaines, si on est le jeudi 10 octobre, mais vous prenez la dictée du 10 septembre. Le 10 novembre, la dictée du 10 octobre, etc., etc. Donc ça peut être bien. Mais il faut faire attention à ce que s'il y a des dictées à travailler à l'école, il faut quand même observer si votre enfant est capable de jongler avec les deux apprentissages de dictée. S'il n'y arrive pas, vous faites des dictées de mots, vous l'entraînez sur la dictée du jour, etc., etc. Donc la dictée, la lecture. Alors là, normalement en CE2, on arrive à lire des petits textes. Eh bien, prenez une carte à la bibliothèque, allez choisir des livres avec votre enfant ou achetez-lui des livres en librairie et lisez 10 minutes par soir. Ça, moi, c'est ce que je vous conseille. En CP, en CE1, ça peut être en fonction de la performance de votre enfant. Vous pouvez le mettre en place, mais dès le CE2, 10 minutes par soir de lecture. Ça, je vous en conjure, faites-le. Moi, j'ouvre une parenthèse. J'ai 2 élèves l'an dernier avec qui je l'ai fait. Parce que c'était 2 élèves qui n'étaient pas très grandes lectrices et je savais que les parents étaient derrière elles, que les parents étaient soucieux de l'éducation de leurs enfants, de leurs filles. C'était 2 filles. Et au début, je leur prêtais des livres de la bibliothèque de la classe et je leur disais, c'était des J'aime lire. Là, tu vas lire l'histoire. Vous savez, dans J'aime lire, il y a les Tom Tom et Nana, il y a plein de petites BD. Et après, il y a une vraie petite histoire. Eh bien, chacune de ces 2 élèves allait choisir un J'aime lire dans la bibliothèque de la classe. Et je lui disais, là, tu as une semaine pour le lire avec tes parents. J'avais pris rendez-vous avec les parents, je leur avais expliqué. Il y en avait une des 2 qui était dyslexique et l'autre qui n'était pas du tout dyslexique. Ou en tout cas, ça n'avait pas été diagnostiqué. Mais grosse difficulté de lecture pour les 2. Et elles ont pris le temps, elles l'ont préparé. Et au fur et à mesure, elles ont progressé, mais à une vitesse. Au début, ça a été très très lent. En fait, ça a été très très lent au début. Et puis, elles ont commencé à prendre du plaisir à lire et donc à prendre de la confiance, à gagner en confiance. Et en fait, quand elles me ramenaient le livre, je leur demandais à chacune, en fait, de quoi parle ton histoire, qu'est-ce que tu as aimé dedans, qu'est-ce que tu n'as pas aimé. Et elles me donnaient des détails de l'histoire. C'est comme ça que je pouvais vérifier qu'elles avaient bien lu. Elles me donnaient des vrais détails de l'histoire, des répliques qui ont été dites par l'un ou l'autre des personnages, des choses qui les ont fait rire. À tel point qu'à la fin, c'est elle qui me demandait, maître, est-ce qu'on peut aller chercher un J'aime lire dans la bibliothèque de la classe et les prendre à la maison. Donc c'est vraiment 10 minutes par soir. C'est ce que je disais à ses parents. Et c'est ce que je vous dis maintenant sur le podcast. Faites-les lire 10 minutes par soir. S'il n'y a pas, vous ne pouvez pas demander à votre enseignante, à l'enseignante de votre enfant, de vous prêter des livres de la classe. Si elle le fait, tant mieux. Sinon, vous prenez un abonnement à la bibliothèque ou vous inscrivez votre enfant à J'aime lire. Mais au début, si vous n'avez pas beaucoup de livres, et je sais qu'il y a des parents qui n'ont pas beaucoup de livres, c'est pas grave. Il vaut mieux d'abord aller à la bibliothèque. Il y a plus de choix que commencer un abonnement qui est mensuel et que votre enfant stagne sur un livre pendant un mois. La découverte fait partie aussi du plaisir de lire. Donc, lisez
avec votre enfant, faites-les lire 10 minutes par jour, vous verrez les progrès qu'ils feront. Il faut que ça soit du plaisir, ça je vous renvoie, je crois que c'était le premier épisode du podcast, il faut que ça soit du plaisir pour eux, mais faites-les lire. Troisième exercice, les opérations, les additions, les soustractions, les multiplications. Alors, les multiplications, je vais même modifier un peu. Addition, soustraction, vous les faites de manière de plus en plus progressive. Il y a des blogs sur lesquels vous pouvez trouver tout ça. Il n'y a pas de souci. C'est fait par des enseignants, donc par des experts. Et ils le font de manière très progressive. Ils ne vont pas faire des opérations à 3 chiffres, par exemple, ou avec des retenues dans les soustractions, avant d'avoir fait des soustractions à 2 chiffres sans retenue. Il y a une gradation dans la difficulté, une progression, une progressivité. L'étape de multiplication, ça peut remplacer la multiplication au début, l'opération. Alors ça, c'est un message aussi que je passe. Vos enfants doivent sortir du CE2 en connaissant toutes leurs tables de multiplication. Par cœur. Vraiment, j'insiste, c'est par cœur. S'ils ne le font pas, ils vont souffrir en CM1. Je vous assure qu'ils vont souffrir en CM1. Parce qu'en CM1, on voit la division. La division. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de cette opération, du plaisir que vous aviez à la faire. Si vous ne connaissez pas vos tables, vous ne pouvez pas faire les divisions. C'est impossible. Ça demande beaucoup trop d'énergie. C'est une procédure mathématique qui, pour cet âge, est très complexe, la division. Si en plus de ça, il faut réfléchir à la multiplication qui correspond au calcul, en fait, vos enfants vont se cramer le cerveau. Il n'y a pas d'autre mot. Ils vont être en surcharge cognitive. Ils vont avoir trop d'opérations qui vont se passer en même temps dans le cerveau. Quelle est la procédure de la division ? Dans 9, ça rentre combien de fois dans 27 ? Ah, mais attends, dans la table de 3 ou dans la table de 9, qu'est-ce qui est égal à 27 ? Et ça, c'est juste le début de leur division, alors qu'ils ne le maîtrisent pas. Moi, alors, j'étais en REP avec des élèves brillants et des élèves en grande difficulté. Il y a une année, j'ai mis 3 semaines pour faire comprendre aux élèves comment fonctionnait la division. Il y a une autre année, j'ai mis 1 mois. 1 mois. Alors, 1 mois, effectivement, les élèves qui avaient déjà la maîtrise de la multiplication ont mis moins de temps. Ça ne veut pas dire que c'est que pour ça que les élèves mettent beaucoup de temps à maîtriser la division, mais la division en soi est un enjeu. La division en soi est une vraie découverte. C'est quelque chose qui n'est pas intuitif. Même si le partage est intuitif, la notion de division ne l'est pas. Donc, allégez la tâche de vos enfants, bourrinez les tables de multiplication avec eux. Je pense que j'ai été assez clair maintenant, mais il faut vraiment les travailler. C'est ce que je dis à tous mes parents d'élèves. En fait, pendant 2 ans, j'ai eu un CE2, CM1. Dès le CE2, je leur disais, les gars, multiplication de la première jusqu'à la dernière table. La table de 1 jusqu'à la table de 10. La table de 11, pas besoin de l'apprendre. Moi, je considère qu'il n'y a pas besoin de l'apprendre. C'est peut-être critiquable, mais peu importe. Dès le CE2, je leur disais, on va apprendre toutes les tables de multiplication. On va faire des récitations en classe comme des poésies. Alors j'avais mon énorme feuille et chaque semaine, les élèves devaient repasser sur une table. Si elle n'était pas maîtrisée, ils devaient la réviser pour le lendemain ou pour la semaine d'après. Et je pense... Alors, je ne vais pas m'avancer parce que déjà, il y a peut-être des collègues qui écoutent ce podcast. Mais je pense que j'ai amené quand même quelques élèves avec une bonne maîtrise de la division et quelques élèves qui connaissaient bien leur table de multiplication. Mais ça ne peut pas se faire qu'à l'école. Il faut qu'à la maison, ça soit bourriné, bourriné, bourriné. C'est qu'en fait, les multiplications, les tables de multiplication, c'est comme l'alphabet. On ne peut pas douter. On ne peut pas douter de ça quand on doit apprendre la division. Donc, je déborde un peu sur... pardon, parce que je déborde un peu sur d'autres sujets, mais qui sont quand même en lien avec les devoirs qu'il faudrait faire à la maison.
Moi, c'est quelque chose que je vous conseille fortement. Alors après, bien sûr, vous pouvez encore une fois, en CE2, comme en CM1 et comme en CM2, reprendre les exercices qui ont été faits en classe, les retravailler si ça a été difficile. En CM1 et en CM2, il faut quand même encore écrire, parce que même si vos enfants commencent à être des experts entre guillemets en écriture, une expertise ne veut pas dire une perfection, mais ils commencent à écrire de manière experte avec les majuscules, de moins en moins de fautes d'orthographe normalement, une écriture attachée qui respecte les codes de l'écriture, mais il faut que ça soit travaillé encore et encore. Les recommandations de l'éducation nationale, c'est qu'en CM1, les élèves doivent écrire une demi-heure par jour en classe. C'est rarement fait, pour plein de raisons. Pas que de la faute des enseignants d'ailleurs, mais faites-les écrire. Donc voilà, en gros, du CP au CM1, CM2, les devoirs que vous pouvez proposer à vos enfants. Alors CM1, CM2, j'y suis allé un peu vite, mais c'est pareil, hein, dictée, opération, lecture, exercice, écriture. Et puis voilà, c'est 20-25 minutes par jour, avec bien sûr l'apprentissage des leçons. Tout ce que vous faites ne sert à rien si votre enfant n'apprend pas ses leçons. Donc c'est peut-être par là que j'aurais dû commencer d'ailleurs, mais parce que ce qui va de soi ne va mieux en le disant quand même. Mais votre enfant apprend ses leçons, une fois qu'il les connaît, il passe sur l'écriture, sur la lecture, sur les tables de multiplication, un ou deux exercices qui ont été faits, et ça sera déjà largement suffisant. Alors, moi je vous conseille de taper sur Google, parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même le mieux en termes de pertinence des résultats. Vous avez Bout de Gomme, qui est un site que moi j'ai utilisé énormément pour le CE1, qui est fait par un enseignant. C'est un peu, par moments, c'est un peu compliqué de s'y retrouver, mais vous tapez, je sais pas, addition CE1 Bout de Gomme sur internet, vous aurez sa page en premier. Je vous laisse fouiller, je mettrai le lien en description. Vous avez plein de choses dessus, en maths, en français. Donc ça sera plutôt pour le CE1. Pour les autres, il y a notamment un qui est très bien fait, c'est la classe de Mallory. Pareil, il y a plein d'exercices dessus, beaucoup d'enseignants s'en servent, ça donne de bons résultats. Et après, là, si vous avez un peu d'argent à investir, alors ce n'est pas du tout un placement de produit parce que je n'ai pas de rémunération, malheureusement, je n'ai pas de rémunération du fait de parler de cet outil. Ce sont les fichiers MDI. Alors, les fichiers MDI, vous les avez en maths et en français du CE1 jusqu'au CM2. C'est, je crois, une centaine d'euros par fichier, mais vous avez l'année complète en leçons et en exercices. Une fois que votre enfant a compris la notion, il va pouvoir s'exercer avec ça. C'est toujours les mêmes consignes d'exercice, toujours les mêmes tâches à accomplir. Comme ça, votre enfant se concentre sur la notion. Il n'a pas la barrière de la consigne, il sait ce qu'il doit chercher, comment il doit le chercher. Il va juste avoir un travail à faire de discrimination en fonction de la notion qu'il est en train de travailler. Par exemple, je donne un exemple au hasard. Si votre enfant travaille sur les noms communs, il va y avoir un exercice où il va devoir colorier toutes les cases avec des noms communs à l'intérieur. Des mots qui sont des noms communs. Si c'est le verbe, il va devoir colorier les mots qui sont des verbes. Si c'est des déterminants, les déterminants, etc., etc. Donc je vous conseille vraiment ça. Si vous avez envie de faire travailler vos enfants, vous avez 3 parcours, donc 3 feuilles recto verso d'exercices, du plus simple au plus compliqué. Donc moi, c'est clairement un banger. Allez-y, foncez, l'achetez si vous avez l'argent bien sûr, et si ça vous intéresse, mais avec déjà Bout de Gomme et la classe de Mallory, vous avez de quoi faire. Alors, le sondage de la semaine dernière était
assez, comment dire, assez intéressant parce que en fait je me suis rendu compte qu'en le postant sur Instagram avec un réel rigolo, il y avait beaucoup plus d'engagement dans le podcast, enfin dans le réel, dans le sondage. Et en gros, là, donc je sais pas si vous vous rappelez, la question c'est est-ce que vous trouvez qu'il est pertinent de faire des devoirs? Au début j'avais du 100% pour, 0% contre. C'est passé à du 40% pour, 70% contre. Il y a eu du 50-50 et maintenant vous êtes, je crois qu'il y a eu une vingtaine de réponses, ce qui est vraiment pas mal vu le nombre de vues encore assez modeste de ce podcast. Mais en gros, 60% des gens qui ont répondu au sondage sont convaincus qu'il est intéressant que les enfants travaillent à la maison le soir. C'est déjà la fin de ce 6e épisode. J'espère qu'il vous a plu. Alors là, c'était un épisode un peu plus parlé, un peu moins préparé, dans le sens où j'ai juste noté les idées et un plan détaillé sur un cahier, mais je n'ai pas écrit comme pour tous les autres les phrases à la virgule près. Donc j'espère que ça vous aura quand même plu. Il y a des anecdotes, il y a pas mal d'anecdotes. J'espère que ce n'est pas trop long. N'hésitez pas encore une fois à me poser des questions si vous en avez en dessous des commentaires sous YouTube, sur Instagram, sur Spotify, sur Facebook aussi, puisque je vous rappelle qu'il y a une page Facebook Savoir en éveil. Likez, commentez, partagez, et moi je vous dis à bientôt.